ensuite essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais pour faire tout ça, on est, à peu près 9 bénévoles, et c'est une machine qui fonctionne pas trop mal, j'espère. Voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler donc, on a remonté l'histoire petit à petit. Donc pour ceux et celles qui étaient là, je ne sais plus quand on avait commencé, en octobre, septembre, de l'année dernière. On a remonté l'histoire petit à petit et là, on se rapproche de dates qui sont un peu plus proches de nous. On avait parlé, la dernière fois du siècle d'humiliation, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Et on va parler de ce qu'on appelle la décennie de Nankin. Donc vous allez voir pourquoi on parle de décennie. Enfin, pourquoi on parle de décennie, je pense que c'est assez simple. On va de 1927 à 1937. Pourquoi Nankin? On va en parler un petit peu plus tard. Et je l'ai mis comme sous-titre pour, enfin, je l'ai formulé comme ça: «Il était une fois les réformes avant 1978 et Deng Xiaoping». Parce que souvent vous avez peut-être en tête le fait que la Chine s'est ouverte en 1978 et qu'elle s'est modernisée à partir de ce moment-là. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire. On a déjà vu d'autres choses, à d'autres occasions, au cours des dernières séances, mais là, la décennie de Nankin, c'est un moment important dans l'histoire, chinoise et un moment d'ouverture notamment. Alors, donc je vous ai pas fait mes 2 parties, 2 sous-parties, vous allez être contents. Cette fois-ci, je l'ai fait en 4 parties. On va d'abord prendre un petit peu de recul, on va parler de Sun Yat-sen, qui est un personnage dont vous avez dû entendre parler un certain nombre de fois, donc et on va remonter avant 1927 pour en parler. Ensuite, on va parler à proprement parler, on va aborder la décennie de Nankin en tant que telle, en parlant de Chiang Kai-shek en particulier. Donc les 2 grands personnages d'aujourd'hui sont Sun Yat-sen et Chiang Kai-shek. On va parler d'un sujet qu'on a un peu abordé la dernière fois, qu'on réabordera encore, la prochaine fois, qui est à la fois donc les luttes internes et puis aussi tout ce qui est le sujet de la politique expansionniste du Japon en Chine, puisque ça se passe au même moment. Et puis on va faire un petit focus sur les sœurs Song. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est important. C'est donc lié à Chiang Kai-shek et aussi à Sun Yat-sen. Et on a un certain nombre si vous êtes curieux dans la ville, faire un peu d'exploration urbaine, les sœurs Song, leurs maris, de cette grande famille, en fait, la famille Song, il reste un certain nombre de maisons où ils ont habité, à Shanghai en particulier. Et donc si vous ne l'avez pas déjà fait, à l'issue de cette conférence, vous pourrez aller visiter, un peu les lieux où ont habité les sœurs Song qui sont très importantes, dans cette histoire-là. Voilà, ça fait une belle introduction. On va commencer avec Sun Yat-sen. Alors Sun Yat-sen, on va faire d'abord un peu de vocabulaire, si vous voulez, ou plutôt de caractère chinois. Sun Yat-sen, on l'entend en chinois sous différentes formes. En fait, Sun Yat-sen, c'est une forme cantonaise, parce que c'est quelqu'un qui vient du sud, qui vient de la région du Guangdong, en partie. Et donc Sun Yat-sen, c'est la transcription cantonaise de son nom chinois, qui en mandarin, on prononce comme ça, Sun Yat-sen, si vous voulez du pinyin contemporain chinois qui correspondent. Ensuite, en Chine, il y a un certain nombre de nomenclatures, on va dire, sur les noms de personnes. On peut changer de nom en fonction si c'est un nom de plume ou c'est en fonction aussi parfois d'étapes dans la vie, et cetera. Il y a relativement peu de gens en chinois qui parlent de Sun Yat-sen, enfin qui utilisent le terme Sun Yat-sen pour parler de Sun Yat-sen. En général, en chinois, on parle Zhongshan. Zhongshan, vous avez tous entendu parler de Zhongshanlu, qui est le nom chinois du Bund. Donc ça veut dire la rue Sun Yat-sen en réalité, Zhongshanlu. Ça c'est le nom dont enfin voilà, c'est comme ça qu'on l'entend le plus souvent quand on parle de Sun Yat-sen en chinois, on parle de Sun Zhongshan. Et puis quand on fait référence à un certain nombre de ses écrits ou quand on voit parfois des calligraphies de Sun Yat-sen, il en reste un peu partout en Chine. Il est mentionné ou lui-même il signait du nom de Sun Wen. Wen, dans le caractère de la personne littéraire, on va dire, de la personne qui a des connaissances littéraires. Voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup de noms.
Nous, on parle de Sun Yat-sen, on a cette habitude-là, mais les Chinois parlent de Sun Zhongshan et parfois de Sun Wen assez souvent. Et vous verrez donc dans toutes les rues, dans toutes les villes chinoises, il y a très souvent des Zhongshan-lu, donc c'est la rue de Sun Yat-sen, très, très souvent. Voilà, donc c'est une grande personnalité, révolutionnaire. D'ailleurs, tous les 1er octobre, sur la place Tiananmen, il y a normalement un portrait de Sun Yat-sen en face de celui de Mao et il est considéré comme le père fondateur de la Chine moderne. Voilà, et c'est lui pourquoi? Parce que c'est lui qui est devenu enfin, c'était le révolutionnaire principal qui met à bas le régime, impérial à cette époque-là et puis, c'est lui qui devient, une fois que l'empereur a abdiqué en 1911, il devient le 1er janvier 1912 le 1er président de la République, de Chine. Suite à un petit compromis et cetera. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans le sens, sciences, politiques, et qui va, mettre en place, un certain nombre de principes pour gouverner la cité, si vous voulez, comme un penseur, en sciences politiques et pour lui, les 3 principes, qui sont censés, gouverner la cité, qui sont censés gouverner un pays, sont ceux-là. Vous allez voir, on va voir un tout petit peu plus loin sans rentrer dans trop de détails, mais les 3 principes du peuple sont donc la démocratie, le nationalisme et la justice sociale. Voilà, c'est un mixte des idées qu'on retrouve, très fortement en Chine à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Voilà. Les 3 principes du peuple, donc c'est ce que je viens de vous parler, on les retrouve bien évidemment à Taïwan. C'est à Taïwan, il est aussi considéré enfin, il est toujours évidemment considéré comme le père fondateur de la République de Chine et donc ça, c'est une photo vous avez entendu de ces petites îles qui sont au large de Fuzhou, de Xiamen et cetera. Donc ça, c'est un slogan, qui apparaît, sur les petites îles taïwanaises en face de la République populaire de Chine. Voilà, et qui font référence, en fait, aux 3 principes du peuple, ici. San Minzhui, c'est les 3 principes du peuple en chinois. Voilà, je vous ai donné un tout petit peu, plus de détails sur ce que ça veut dire, mais démocratie, ça veut dire, ça je voudrais pas rentrer dans trop de détails et vous perdre, mais démocratie veut dire, en fait, une sorte de république qui est d'abord dirigée par des gens qui sont des précurseurs, des prévoyants. Et le peuple, lui, a un certain nombre de droits, donc c'est pas forcément une démocratie parfaite. Dans un premier temps, c'est vu comme ça. Nationalisme, dans le sens où la Chine n'est pas un État-nation, mais une congrégation, si vous voulez, de 5 nationalités. À cette époque-là, on parle de 5 nationalités, qui composent la Chine. Donc l'ethnie chinoise, ce qu'on appelle les Han, les Mongols, les Tibétains, les Tartares et les Mandchous. On appelait les Tartares les Ouïghours, du Xinjiang. Voilà. Donc, le principe, c'est d'unifier ces populations-là et justice sociale, c'est un sorte de socialisme tel qu'il circulait à l'époque. Le tout avec une séparation des pouvoirs, mais une séparation des pouvoirs qui est à la chinoise, à la Sun Yat-sen, qu'il a inventé. Donc on retrouve en gros, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais il a 2 autres branches, il a rajouté 2 autres branches. Il y a un pouvoir, de supervision il y a un pouvoir de contrôle avec le yuan de contrôle et un pouvoir d'examen. Vous savez que dans l'histoire chinoise, les examens sont des sujets extrêmement importants. Donc voilà, 5 branches en fait d'organisation du pouvoir. Et c'est des principes, ces principes-là, cette organisation du pouvoir avec les 5 yuan sont des choses qui existent toujours à Taïwan. Taïwan, n'oubliez pas que c'est la République de Chine. C'est ce principe, c'est ces principes qui ont été établis en 1911-1912 et qui continuent à exister encore aujourd'hui. Et ils sont mentionnés tels quels, avec le même vocabulaire qu'à l'époque, à Taïwan aujourd'hui. D'ailleurs, l'hymne national, de la République de Chine à Taïwan, parle des 3 principes du peuple. Alors, après avoir posé, ces quelques éléments, on va regarder une carte. On est dans les années donc avant d'arriver dans la décennie de Nankin 1927, on est dans les années où l'empire s'est effondré, où on a, un général qui a voulu prendre le pouvoir et quasiment redevenir, enfin être un nouvel empereur et après la mort de ce personnage qui s'appelle Yuan Shikai, on a la Chine qui sombre. En fait, quand il a voulu
devenir empereur, chaque, région, chaque province chinoise s'est un peu révoltée, a déclaré son indépendance et c'est ce qu'on appelle, c'est le moment des seigneurs de la guerre. Donc en fait, on a en gros, hein, s'il faut caricaturer, on a en gros une province qui est dirigée par, souvent c'est un militaire, par une personnalité forte, par un seigneur et ils vont se faire la guerre les uns contre les autres. Il va y avoir des alliances, des ruptures d'alliances, et cetera. Le seigneur de la guerre qui a la main sur Pékin est celui qui a, en réalité, c'est celui qui est reconnu comme étant détenteur du pouvoir en Chine par les autorités étrangères. Donc il y avait une certaine importance à être le seigneur, qui avait la main sur Pékin et mais bon, pas que. Ils se faisaient donc la guerre, les uns contre les autres. Je vous passe les détails. Tac, 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 on va aller, c'est il y a des allers et retours et cetera. Je veux vraiment pas aller dans les détails, mais il y a un certain nombre de fois où en fait, il y a des tentatives de remettre l'empereur sur le trône, ça fonctionne pas et cetera. Ce qu'il faut, savoir, c'est que donc c'est dans ces années-là, en fait, dans le Guangdong, à Canton en particulier, c'est là, en fait, où Sun Yat-sen va établir sa base. Donc, dans un premier temps, il va d'abord s'enfuir au Japon parce qu'il va être pourchassé par Yuan Shikai. Mais ensuite, il va revenir et il va se dire que c'est à partir du Guangdong qu'il va pouvoir mettre en place son système. Et donc, on a di- finalement, d'une certaine façon, Sun Yat-sen est un seigneur de la guerre parmi d'autres, si vous voulez. Alors, la Chine et la Première Guerre mondiale, parce que on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais c'est important de remettre les choses en perspective parce que ça montre en fait d'où vient Sun Yat-sen et comment il envisageait les choses. C'est important dans sa formation de sa pensée. Mais on a en fait, je vous avais parlé du mouvement du 4 mai la dernière fois, vous vous en souvenez bien? Vous n'étiez pas tous là, donc on va repasser rapidement. Mais en fait, on a la Chine qui va hésiter un certain nombre de fois à s'engager ou pas. On est pendant en plus cette période où les gens, enfin où il y a des seigneurs de la guerre qui se font la guerre les uns contre les autres. Les puissances européennes sont présentes en Chine avec des concessions, mais aussi avec des zones d'influence très fortes, là où ils ont construit leur chemin de fer, etc. Et l'Allemagne, à cette époque-là, donc à la fin du 19e, au début du 20e, était très présente dans la région du Shandong. Vous connaissez Qingdao, vous connaissez la bière de Qingdao, etc. Tout ça vient en fait de l'implantation allemande dans la région. Et très rapidement, en fait, le Japon va prendre parti des alliés que sont le Royaume-Uni, la France et la Russie pour en fait s'emparer de tout ce qu'avait l'Allemagne dans la région. Donc l'Allemagne, dans la région, elle avait donc un certain nombre d'intérêts dans le Shandong en Chine, mais pas que. Il y avait aussi des îles en Océanie, dans le Pacifique, et le Japon va prendre tout ça. C'est un peu aussi le prélude à la Seconde Guerre mondiale, mais bon, on va pas aller si loin. Mais voilà. Donc la Chine, en 1917, elle va rentrer dans la guerre. Donc le gouvernement qui dirige Pékin, donc le seigneur de la guerre local qui dirige Pékin, va se dire, je vais rentrer en guerre moi aussi et soutenir les Alliés parce que donc c'est le moment en fait aussi de l'entrée en guerre des États-Unis. Il y a une guerre sous-marine, etc. Et donc il y a un certain nombre de neutres qui vont décider de soutenir les Français, les Anglais. Et la Chine fait partie de ces gens-là, de ces pays-là. La Chine va pas pouvoir ni vouloir envoyer une armée. Elle est pas forcément assez moderne et les Anglais n'avaient pas forcément envie qu'il y ait des troupes chinoises qui viennent se battre en Europe. Donc le deal va être qu'il y a des travailleurs chinois qui sont envoyés, c'est ce qu'on appelle les coulis. Donc les travailleurs chinois qui sont envoyés en Europe pour pallier en fait à toute la main-d'œuvre qu'il n'y a plus dans les usines en France, en Angleterre et en Russie aussi. C'est un sujet aussi qui a existé sur le front Est, qui est un peu moins connu. Mais en gros, il y a 140 000 travailleurs qui vont venir, chinois, qui vont être embauchés, envoyés en bateau, parfois coulés sur le chemin, et qui vont travailler sur le front de l'Ouest, enfin sur le front et sur les arrières du front. Ils étaient plutôt dans les usines ou dans des sujets de logistique, mais parfois aussi pas très loin du front. Et voilà, une partie d'entre eux est utilisée par l'armée anglaise, une autre par l'armée française et puis un petit reste aussi pour l'armée américaine qui arrive après. Et c'est pour ça qu'on trouve encore dans tout
le nord-est de la France, des tombes chinoises dans des cimetières militaires parce que ce sont des travailleurs chinois qui sont décédés à l'époque, le plus souvent de maladies, la grippe espagnole, entre autres, mais aussi parfois des bombardements allemands, des choses comme ça. Après, il y a aussi le sujet de ceux qui vont aller, en Russie où là, par contre, ils vont tomber dans la révolution russe, ils vont se retrouver entre blancs et rouges, si vous voulez, où il y a des histoires, pas possibles. C'est beaucoup moins, documenté, mais voilà, ils ont passé, un très mauvais moment sur le front de l'Est. Bon, l'idée était de se dire: «On envoie des travailleurs, en échange, on va récupérer les intérêts allemands dans le Shandong». C'est le début de la fin de l'humiliation, si vous voulez. Malheureusement, ce qui va se passer pour la Chine, c'est que le traité de Versailles, va décider que tout ce qui était, allemand va être donné, au Japon et pas aux Chinois. Et donc il y a un mouvement en fait populaire parce que le gouvernement chinois était prêt à signer ce deal-là. Il récupérait quelques toutes petites choses, dans le Shandong, mais pas grand-chose. Et l'opinion publique chinoise s'est révoltée. C'est ce qu'on appelle donc le mouvement du 4 mai, qui est une sorte de révolution, et en tout cas de prise de conscience de l'opinion publique du niveau de la Chine et puis, ce qui entraîne en réalité, sous la pression populaire, donc la non-signature du traité de Versailles par la Chine. C'est quelque chose de très, très important et c'est à partir de ces moments-là, en fait, qu'on a, des boycotts, un certain nombre de choses, et puis oui, boycott donc des produits japonais, mais aussi ça, enclenche aussi une grande réflexion sur, mais pourquoi la Chine, se fait humilier comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce dont on avait parlé la dernière fois. Et il y a un certain nombre d'idées nouvelles qui rentrent en Chine à ce moment-là. Donc on parlait du socialisme, voilà, pour un certain nombre de gens, dont Sun Yat-sen, ça veut dire, qu'il faut de fond en comble, rénover la Chine, sa façon de se gouverner, mettre de côté certaines traditions, voire toutes les traditions et puis de construire quelque chose de nouveau. Sun Yat-sen vient de là. C'est aussi à cette époque-là, si vous voulez, la langue chinoise qui est utilisée pour l'écriture n'est pas la langue qu'on parle, c'est pas une langue courante. C'est un sorte de latin, si vous voulez, qui est quasiment incompréhensible pour le chinois de la rue. Donc c'est à cette époque-là où en fait on a des écrivains qui commencent à écrire dans la langue qu'on parle vraiment. Donc il y a une rupture qui est très, très forte entre, si vous voulez, un ancien régime et puis un nouveau monde, beaucoup plus moderne. Voilà le 4 mai 1919 donc. 4 mai 1919, c'est la révolte contre le traité de Versailles. Donc Sun Yat-sen vient de là. Lui, son leitmotiv, son idée unique, c'est de pouvoir réunifier la Chine, de lui redonner sa puissance, il va aller vraiment un petit peu partout et essayer de trouver des soutiens. Il cherche principalement, il faut du financement pour financer une armée, pour pouvoir être plus fort que le seigneur de la guerre, d'à côté, et cetera. Et c'est lui qui va en fait s'allier dans un premier. Donc il fonde ce qu'on appelle le parti, nationaliste, le Kuomintang, qui existe toujours à Taïwan. Le Kuomintang, c'est donc le parti nationaliste. Il va choisir dans un premier temps de s'allier, avec les soviétiques, avec le parti communiste, de l'Union soviétique, qui vient juste d'ailleurs de créer un petit parti communiste chinois. On est dans les années 1920, 1921 à Shanghai est créé le parti communiste chinois. C'est quelques dizaines de personnes au tout départ et en fait, il y a une alliance qui se met en place parce que les soviétiques vont donner des financements, un savoir-faire, une façon aussi de gérer une armée. Une des premières choses que les experts soviétiques, quand ils viennent, en Chine, va être de fonder une académie militaire et la personne qui, va diriger l'académie militaire de Huangpu, c'est une petite île qui est, à l'est de Canton. Donc l'académie militaire existe encore aujourd'hui, elle se visite. Et ben, la première personne qui va diriger cette académie militaire, c'est Chiang Kai-shek. Et voilà. Donc là, sur cette photo-là, vous avez Sun Yat-sen qui est vers la fin de sa vie, déjà un peu malade, et Chiang Kai-shek en tant que
que chef de l'académie militaire. Donc voilà, Sun Yat-sen va militer dans tous les sens. Il est quand même reconnu par une certaine partie de l'opinion publique chinoise comme étant la personne qui veut rendre la Chine forte et unie. Il y a une conférence qui va être mise en place à Pékin en 1925, dont le but est d'avoir des représentants de toutes les provinces et de tout le peuple chinois. Et à l'occasion de cette conférence, en fait, il va mourir. Ce qui va créer un certain nombre, enfin, ce qui va créer un petit peu d'émoi, mais sans forcément accélérer, le processus. Mais ça fait qu'en fait, Sun Yat-sen va être, «enterré» entre guillemets, enfin, son corps va reposer du côté de Pékin un petit moment avant d'arriver à Nankin où vous avez peut-être déjà vu le mausolée. On va voir ça un tout petit peu après. Donc voilà, maintenant qu'on a planté le décor avec, Sun Yat-sen, on va rentrer dans la décennie de Nankin à proprement parler. Et donc le personnage marquant de la décennie de Nankin, c'est Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, encore une fois, c'est une transcription plutôt cantonaise. Le nom chinois, c'est Jiang Jieshi, c'est comme ça en chinois qu'on dit. Et à l'image de Sun Yat-sen, il va se faire appeler Jiang Zhongzheng. Donc c'est le même Zhong que le Zhongshan de Sun Yat-sen. Et on parle de lui, comme c'est un chef militaire, on parle de généralissime, c'est souvent comme ça, généralissimo en anglais, c'est comme ça souvent qu'il est mentionné et c'est comme ça qu'on s'adressait à lui aussi, à cette époque-là. Donc c'est un très proche de Sun Yat-sen, il va le suivre, dès le départ dans un certain nombre de ses pérégrinations. Il va l'aider, un certain nombre de fois, voire lui sauver la vie. Donc c'est vraiment un bras droit, très fort, donc dès le départ à partir de 1918. Dans cet échange et dans ce rapprochement avec l'Union soviétique, il va être envoyé en Union soviétique pour y être formé aux études militaires modernes, on va dire. Il a d'abord une formation au Japon militaire et puis ensuite il va en URSS. À la différence de certains autres, il va en revenir très anticommuniste. Euh, et, euh, et voilà. Et quand Sun Yat-sen meurt en 1925, c'est lui, en fait, plutôt par des intrigues de palais, c'est pas tout de suite que ça arrive comme ça, mais il va devenir petit à petit le nouveau chef du Kuomintang, le nouveau premier personnage de cette Chine nationaliste. Et il va devenir à la fois le chef de son parti et le chef de l'armée. Et on va voir ça un tout petit peu plus loin. Tout ça se fait progressivement, très calculé, très adroit. Il va se marier aussi à l'une des filles de Charles Song, qui est un personnage très important, avec beaucoup d'argent, qui vient de Shanghai. Et c'est une très très grande famille. Sun Yat-sen, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, était protestant. Et lui-même est protestant. Enfin, Charles Song, c'est un chrétien revendiqué qui imprimait des Bibles et qui diffusait le christianisme en Chine de façon très prosélyte. Et donc, il rejoint cette famille-là, il se convertit au protestantisme pour elle, pour rejoindre cette famille-là. Et il va devenir, à partir de cette époque-là, vraiment le personnage central du Kuomintang et donc ensuite de la Chine. Parce que ce qu'il va faire une fois en fait, à partir de 1925, ils vont lancer ce qu'on appelle l'expédition du Nord. L'expédition du Nord, donc on est à Canton, et avec son armée, il va remonter petit à petit et il va défaire les seigneurs de la guerre les uns après les autres, et jusqu'à réussir en fait à unifier plus ou moins la Chine à cette époque-là. Donc, dans un premier temps, il le fait en alliance avec le Parti communiste, c'était ça le deal, mais comme on l'a dit un tout petit peu plus tôt, il était quand même assez anticommuniste, vous allez le voir, ça va revenir. Et donc, en mars 1927, c'est en fait au moment de la libération de Shanghai, quand les troupes nationalistes arrivent à Shanghai, c'est aussi le moment où il va se retourner contre les communistes. C'est ce qui est décrit dans La condition humaine de Malraux. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a donc un split entre les communistes et les nationalistes. Il choisit d'établir son gouvernement à Nankin. Ça, c'était l'idée de Sun Yat-sen au départ, d'établir le gouvernement à Nankin. C'est ensuite Yuan Shikai qui a rétabli le gouvernement à Pékin. Mais quand Chiang Kai-shek réussit à faire l'unification, il établit son gouvernement à Nankin. Parce que les Ming, à l'origine, le premier empereur Ming, qui était donc un Han, avait établi son gouvernement, avait établi son palais impérial à Nankin. Donc, et puis aussi, c'est très central dans la géographie chinoise. Donc, il se retrouve.
à Nankin. Rupture. Donc voilà, et c'est comme ça, en fait, peu après la fin de l'expédition du Nord, peu après cette unification-là, on a, d'une façon assez symbolique, on rapatrie les cendres de Sun Yat-sen qui étaient à Pékin jusqu'à Nankin, et on construit ce mausolée que vous connaissez en train, c'est pas très loin. Je vous conseille d'y aller si vous n'y êtes pas encore allé, avec donc un bâtiment qui ressemble par certains aspects au mausolée, enfin aux Invalides, si vous voulez, au tombeau de Napoléon. Il y a le même principe circulaire dans le pavillon qui est au fond, mais avec des principes très chinois. Donc on a un mélange de modernité occidentale avec des principes chinois, des pavillons chinois, avec des représentations, enfin un toit courbé avec un chemin, vous avez un porche d'entrée, vous avez un certain nombre d'étapes, comme on le trouve dans des palais chinois, y compris les palais funéraires des empereurs. Donc c'est un bâtiment qui est assez illustratif de ce qu'on construisait à l'époque. Cette architecture-là, on la retrouve à Shanghai d'ailleurs dans certains autres bâtiments ici. Mais voilà, il y est inhumé aujourd'hui. 1929, c'est encore un lieu qui est très utilisé par les communistes de manière mémorielle, mais aussi y compris par les nationalistes du Kuomintang à Taïwan. Il y a un certain nombre vous savez qu'il y a cette lutte entre les indépendantistes à Taïwan et les nationalistes, qui sont en fait les descendants du Kuomintang de l'époque. Et donc, quand il y a des gens à Taïwan du Kuomintang, des politiques qui viennent en Chine, ils vont avec les officiels communistes se retrouver sur le tombeau de Sun Yat-sen. Ça a été fait un certain nombre de fois au cours des années passées. Alors, pourquoi on parle d'âge d'or? Parce que c'est à partir en fait de ce moment-là, et à partir du moment où la Chine est unifiée, elle l'est de façon imparfaite, mais elle l'est quand même de façon assez efficace. Il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en place, et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que le parallèle avec la politique de réforme et d'ouverture que nous on a connue au cours des 40 dernières années se fait, où on a des explosions de. Ici, vous avez en fait un compte-rendu des statistiques qu'on faisait à l'époque pour vous montrer quels sont le nombre de voies rapides, de voies motorisées, je ne sais pas s'il y a les chemins de fer, mais il y a les avions, etc., etc. Donc un certain nombre de choses qui montrent le développement qu'a connu la Chine, la modernisation qu'a connue la Chine à cette époque-là. Il y a un système légal qui est modernisé, il y a une unification du système bancaire, et puis avant qu'il y ait eu cette unification-là, il y avait énormément d'inflation, système bancaire qui est refait. Je parlais tout à l'heure de centraliens qui faisaient des chemins de fer, etc. C'est l'époque où on construisait énormément de chemins de fer, des équipements de santé industrielle, enfin vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. C'est au même moment où certains des concessions de l'époque, en particulier, c'est assez peu connu, mais vous aviez des concessions étrangères sur le Yangtze, sur un certain nombre d'îles, enfin de villes le long du Yangtze, qui était un fleuve qui était ouvert aux bateaux de façon, enfin, sans contrôle à toutes les nationalités. Et il y avait donc des concessions étrangères le long du fleuve. Et c'est à la fin, enfin, c'est au cours de la décennie de Nankin qu'il y a certaines concessions qui sont déjà rétrocédées à la Chine. Voilà, principalement le long du Yangtze, comme je vous dis. Voilà. Bon, ça c'est le côté pile, si vous voulez, de l'image. Le côté face reste que ça reste un pays qui est encore très corrompu. La famille de Chiang et sa femme, dont on va parler tout à l'heure en particulier, ça reste un chef militaire absolument pas élu et très, très autoritaire. Mais voilà, il y a un développement économique qui est assez impressionnant, mais qui est malheureusement mise à mal par deux choses. Donc ça, c'est la troisième partie. À la fois des luttes internes. Donc on va continuer à voir tout ce qui est la lutte entre les communistes et donc les nationalistes. Et puis le Japon, dont on parlait déjà la dernière fois. Alors, on va d'abord parler des affrontements. Il n'y a pas que les communistes. Dans le Kuomintang, il y a une frange qui est un peu plus à gauche. Chiang Kai-shek est connu pour être plutôt à droite. Il y a une frange un peu plus socialiste qui est l'apanage de ce personnage qui est ici, qui va mal terminer parce que c'est lui qui va collaborer avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. En Chine, en chinois, on le compare à Pétain, si vous voulez. Mais à l'époque, avant,
hein, donc avant 1937. C'est un cadre extrêmement important du Kuomintang. À l'origine, c'était lui le dauphin potentiel de Sun Yat-sen. Il se fait dépasser par Chiang Kai-shek. Et lui, il est un petit peu plus, c'est la faction gauche du Kuomintang, comme je le mentionne ici, qui était plutôt pour continuer de collaborer avec le Parti communiste. Au même moment, et en particulier à partir de 1932, vous allez voir le Japon qui va commencer à annexer la partie nord-est de la Chine, ce qu'on appelle la Mandchourie. Donc il y a des moments en fait de rupture où Wang Jingwei revient et collabore avec Chiang Kai-shek. Il y a des moments où ils se refâchent, etc. Donc il y a au départ en 1927, quand il y a l'expédition du Nord, ils se séparent. Ils se font un peu la guerre. Et puis en 1932, quand le Japon intervient en Chine, Wang Jingwei va revenir en odeur de sainteté et il va devenir une sorte de Premier ministre. Mais c'est l'opposant principal à Chiang Kai-shek et c'est pour ça qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est dit que c'était son moment et qu'il allait collaborer avec les Japonais. Le Parti communiste, donc le Parti communiste, à l'origine, ce qu'il ne faut pas oublier, en 1921, quand il est créé, c'est un parti d'intellectuels. C'est absolument pas un parti de prolétaires, c'est un parti de gens qui, principalement d'ailleurs, viennent de Shanghai et qui ont, d'une certaine façon, digéré l'idée communiste dans des livres et qui se sont dit que ça pouvait correspondre à la façon de moderniser la Chine. Par contre, avec ce dont je parlais tout à l'heure en 1927, avec la grande purge qui a lieu à Shanghai en 1927 du Parti communiste, bah, en fait, toutes les élites du Parti communiste, elles ont été exterminées d'une certaine façon, et il reste plus que la frange paysanne du Parti communiste, dont celle de Mao Zedong. Mao, et pas du tout à Shanghai en 1927, lui, il est dans les terres. Et donc, à partir du moment où il y a cette répression du Parti communiste à Shanghai, parce que c'était vraiment là où il y avait un centre aussi, enfin, il y avait un centre industriel, c'était important, il va y avoir des soulèvements du Parti communiste un peu partout en Chine, dans le, pas un peu partout en Chine, mais dans les régions où le Parti communiste était un petit peu implanté. Et ils vont créer chacun des îlots communistes, donc des républiques soviétiques à gauche, à droite. Il n'y en a pas énormément, mais elles vont être là. Et Chiang Kai-shek, en fait, pendant toute cette période de la décennie de Nankin, si vous voulez, du matin jusqu'au soir, son seul objectif, c'est de réduire un à un les différents restes de ces petites républiques. Voilà, c'est pour lui, je ne sais plus quelle était tout à fait la phrase, mais il disait que le Japon était une maladie de cœur, quelque chose comme ça, et que le communisme était une maladie de peau. Donc, c'est voilà comment il voyait la différence. Donc pour lui, ça faisait partie des choses qu'il fallait traiter parce que c'était une sorte de poison qui lui pourrissait la vie avant de pouvoir être plus fort et se rétablir contre le Japon. C'est vraiment comme ça qu'il voyait la chose. Donc voilà. Et c'est à cette époque-là que vont avoir lieu la longue marche dont vous avez entendu parler. Mais aujourd'hui, on ne fait pas l'histoire du Parti communiste. Voilà, l'invasion japonaise, on en a parlé la dernière fois. On va pas forcément en reparler dans les détails, mais juste pour vous donner les dates. Donc, c'est pendant cette décennie de Nankin, 1931, il y a certains historiens chinois qui font parfois commencer la Seconde Guerre mondiale plutôt en 1931-32, en disant la première vraie agression du Japon dans la région, c'est l'invasion de la Mandchourie. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, le Japon, à cette époque-là, est déjà à Taïwan. On l'avait vu la dernière fois, ils avaient pris 1898-1899 l'île de Taïwan à l'Empire chinois. Ils avaient ensuite pris au même moment la partie coréenne enfin, la péninsule coréenne. Ils les avaient transformés en colonies. Et à chaque fois, c'est plutôt en fait le fait de l'armée japonaise plutôt qu'un plan du gouvernement japonais. C'est plutôt l'armée japonaise qui cherche à avoir des casus belli et puis à conquérir de nouveaux territoires. Mais en 1931, en 1932, le Japon envahit donc la Mandchourie. Il ne va pas l'annexer en tant que tel, il va créer un nouveau pays, c'est ce qu'on appelle le Mandchoukouo. Et dans ce nouveau pays, donc c'est le pays des Mandchous, si vous voulez, le dernier empereur chinois, c'était quelqu'un de l'ethnie mandchoue. Et ben, ils vont rétablir l'ancien empereur de Chine comme chef en fait de ce nouveau pays, le Mandchoukou.
Voilà, et ça devient en réalité, même si c'est un pays différent, administré de façon un peu différente, il est totalement, sous la main des Japonais. C'est un sorte de protectorat japonais, mais avec un statut un peu différent, de ce qu'il y avait à Taïwan et en Corée, où là, par contre, l'administration était, totalement et directement, japonaise. Mais voilà, tout ça avant 1937. 1937, ça va être encore pire. Mais ça, c'est une autre histoire et on le verra la prochaine fois donc. Donc voilà la situation, du Japon, la situation de la Chine par rapport au Japon. Maintenant, on va parler un petit peu des sœurs Song. Ça, c'est un sujet marrant. La famille Song, donc, ça, c'est le père, Song, c'est Charles Song, donc comme je vous le disais, protestant. Il est père, de 3 sœurs en particulier, mais pas que, il a aussi des fils, hein. Mais c'est les sœurs dont on va parler aujourd'hui. Charles, à l'origine, c'est, quelqu'un de plutôt pauvre qui va se convertir dans sa jeunesse au protestantisme et qui va créer sa fortune, au départ en imprimant des bibles. C'est comme ça que ça fonctionne et puis petit à petit, il va se lier à cette époque-là avec Sun Yat-sen, avec qui il a des atomes crochus au niveau idéologique. C'est quelqu'un qui a des forts pouvoirs financiers, ça va devenir l'un de ses soutiens, les plus importants. Il va devenir un de ses trésoriers et c'est comme ça que sa fille aînée, donc Ailing, on va parler des 3. Je vais vous donner les 3 noms tout à l'heure, mais sa fille aînée qui s'appelle Ailing va devenir la secrétaire particulière de Sun et donc ils vont cette famille Song va suivre Sun Yat-sen dans son exil, au Japon, quand la famille, enfin quand Sun Yat-sen va partir au Japon après les conflits qu'il a avec Yuan Shikai, le le personnage qui voulait redevenir empereur. Donc ils s'enfuient tous ensemble au Japon. Et donc sa fille aînée, 1914, va se marier avec un homme d'affaires assez connu en Chine qui s'appelle Kong Xiangxi. Enfin, pendant le régime, enfin, pendant la décennie de Nankin, Kong Xiangxi, ça va être un ministre un certain nombre de fois, un personnage important de la décennie de Nankin. Et ensuite, donc, c'est la fille suivante, si vous voulez, qui s'appelle Qingling, qui va la remplacer comme secrétaire pour Sun Yat-sen. Il y a une différence d'âge qui est non négligeable, je ne sais plus, mais je pense que c'est 20 ou 30 ans. Et Sun va s'acoquiner avec elle, en fait, dans une histoire pas possible où ils vont s'enfuir parce que, bien évidemment, le père n'était pas tout à fait d'accord sur que Sun Yat-sen se marie avec sa fille, qui devait avoir 18 ans, hein, quelque chose comme ça à l'époque. Et donc ils se séparent à cette époque-là, enfin ils se parlent plus, etc. Mais donc Sun va se marier avec Qingling, la fille de Charles. Lui, il va mourir en 1918, cancer de l'estomac, comme je l'ai marqué ici, et il est d'ailleurs enterré à Shanghai avec sa femme. Vous avez un cimetière à l'ouest de la ville, euh, c'est Song Yuanlu, l'arrêt de métro que vous prenez quand vous voulez aller au bureau du consulat. Song Yuanlu, donc c'est le Song, c'est le nom de famille Song en fait. Parce que donc là, il y avait un cimetière de la concession internationale qui allait, enfin, un cimetière qui était administré par la concession internationale. C'est là où il a été enterré avec sa femme. Et quand vous y allez aujourd'hui, il reste plus beaucoup de tombes parce que très souvent les cimetières ont été ravagés pendant la révolution culturelle, mais la tombe de Charles et de sa femme ont été restaurées, remis en avant. Et quand vous allez dans ce cimetière-là, donc on retrouve, je sais plus, il y a plus beaucoup de tombes, mais il y en a quelques-unes, mais celles-là ont été mises en valeur de façon très très forte, et donc on les voit. Mais c'est pas les tombes d'origine parce qu'elles ont été vandalisées. Mais voilà, ça fait partie de ces choses qu'on a conservées parce que le papa et la maman ont bien évidemment une importance non négligeable dans l'histoire chinoise. On va parler des 3 filles maintenant. Donc c'est une famille très shanghaïenne et très représentative de l'époque, si vous voulez. Ils sont d'abord ils sont protestants, très influencés par les idées, occidentales et en particulier américaines. Les enfants sont envoyés dans une école protestante, enfin je ne sais pas si vous voyez au centre de Shanghai, pas loin du Bund, il y a une petite église anglicane. Là, il y avait une petite école et les filles de Charles Song sont envoyées là-bas, les unes après les autres, après
après un certain âge, ils sont même envoyés aux États-Unis pour être formés dans des grandes écoles américaines. Et voilà, les unes après les autres. Donc elles sont éduquées pas du tout comme vous l'imaginez, comme vous imaginez les femmes chinoises de cette époque avec des pieds bandés. C'est vraiment une éducation extrêmement moderne. Donc Ailing, qui est l'aînée dont on a parlé tout à l'heure, elle se marie avec Kong Xiangxi, dont je disais tout à l'heure. Kong, tous les gens qui ont un nom de famille Kong se disent descendants de Confucius, parce que c'est le nom de famille de Confucius en fait. Donc lui, il dit qu'il fait partie des descendants de Confucius sur, je sais pas, 40, 50 générations, je sais plus c'est quoi le chiffre. Mais voilà, il fait partie, voilà, ministre de l'Industrie, quasiment Premier ministre, ministre des Finances, la Banque centrale, donc un personnage très très important dans l'histoire financière, on va dire, de l'époque. Qingling, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure. Elle épouse Sun Yat-sen. C'est un peu la rebelle, si vous voulez, Qingling. 26 ans son aîné. Voilà, je cherchais la date, donc je me suis pas. Entre 20 et 30 ans, on est à 26 ans, je me suis pas trompé. Et elle sait, toute sa vie, elle va s'opposer à Chiang, même s'ils se côtoient de façon très régulière. Elle était pro-communiste. D'ailleurs, il y avait un certain nombre de fonds qui transvasaient par son compte en banque entre l'Union soviétique et le Parti communiste. Elle les a beaucoup aidés. Et elle a été toute sa vie pro-communiste. Et d'ailleurs, en 1949, quand la République populaire est établie, elle décide de rester en Chine alors que tous les autres s'en vont. Et vous connaissez à la fin de Roi Silo, vous avez la maison de Song Qingling. Song Qingling, donc, on a parlé de Sun Yat-sen, du père de la République populaire, enfin, de la République de Chine, si vous voulez, moderne. Et Song Qingling est considérée comme la mère. Elle était à la fois parce qu'elle est elle est sa femme, mais aussi parce qu'elle a été un personnage non neutre dans la victoire communiste qui arrive ensuite. Et sa sœur, donc la petite sœur dont on n'a pas encore parlé, la cadette, elle épouse Chiang Kai-shek. Donc vous voyez un peu les relations qu'il peut y avoir entre les nationalistes, les communistes, entre ces gens qui idéologiquement se détestent et vont se faire la guerre. Enfin, entre Mao et Chiang Kai-shek, ça va être la guerre entre 45 et 49 et même après, au moins dans les mots. Donc elle, Mei Ling, elle va épouser Chiang Kai-shek en 1927. Elle va jouer un rôle majeur pendant toute la décennie de Nankin. Elle a y compris un rôle de lobbying parce qu'elle parlait américain, enfin, elle parlait anglais extrêmement bien. Auprès de l'opinion publique américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va intervenir un certain nombre de fois pour lever des fonds, pour faire beaucoup de choses, pour aider l'armée chinoise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle va suivre, évidemment, en 1949, quand le Chiang Kai-shek est défait sur le continent et s'enfuit à Taïwan, elle va évidemment le suivre. Et toute sa vie, elle va continuer à échanger des lettres avec sa sœur, mais elles vont jamais se revoir en réalité. Pendant que Qingling reste en Chine, à Shanghai, jusque dans les années 80, elle meurt dans les années 80, quelque chose comme ça. Mei Ling, elle va continuer. Son mari va mourir en 1976, enfin la même année que la mort de Mao. Et elle va être la personne qui va défendre son mari, y compris une fois qu'il est mort, etc. Elle joue un rôle qui est très, très, très important, euh, y compris ensuite, un rôle qui est très, très anticommuniste en réalité. C'est ça que je veux vous dire. Donc, on a quelques photos. Là, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est de nouveau dans un moment d'alliance entre les communistes et les nationalistes, on les retrouve, les trois sœurs ensemble, qui font de la promotion pour soutenir la Chine auprès de l'international. On les retrouve ensemble, elles font des choses. Et là, sur la photo d'en bas, on doit être dans les années un peu plus tardives à Taïwan, je pense, donc Chiang Kai-shek et Song Mei-ling. Mao disait des trois sœurs, donc vous voyez, la première aimait l'argent, la deuxième, elle aimait la Chine, dans le sens, elle aimait le Parti communiste, et la troisième aimait le pouvoir, elle a suivi Chiang Kai-shek jusqu'au bout. Voilà, il y a, je sais plus, il y a un certain nombre de biographies sur les sœurs Song. C'est assez intéressant. Je pourrais peut-être partager avec vous après les références. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des vies personnelles, individuelles qui traversent cette époque-là, donc on remonte à partir du 19e siècle, à travers ce moment que je viens de vous présenter, et même jusqu'après, et qui sont très représentatifs en fait de ce qui se passait entre ces différents personnages et de la proximité. Ce qui est extrêmement marrant, entre guillemets, c'est la proximité de ces gens-là, alors qu'on imagine un monde communiste et un monde nationaliste très, très, très divisé qui se fait la guerre du jour au matin. Voilà, là, on parle de trois sœurs
qui correspondaient, qui se parlaient et cetera et qui sont représentatives de cette époque-là.